On est dans un moment où, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, même ici sur ce plateau, Jean Yakovlev disait l'armée russe est nulle. C'est le mot qu'il utilisait. Là, la France dit à peu près le contraire. Elle dit, attention, il ne faut pas sous-estimer l'état actuel, en tout cas, de l'armée russe. Pourquoi cette évolution ? Je dirais d'abord que l'armée russe a été pas très bonne au départ. Alors dire qu'elle est nulle, je trouve que mon camarade Yakovlev est un peu fort. Parce que... Il parlait de l'époque, il parlait de 2022. Si elle était si nulle, elle ne serait pas en train de gagner un peu de terrain tous les jours. Donc elle n'est plus si nulle. Donc elle a surtout pris quelques défaites au départ, pour différentes raisons. D'ailleurs, pas uniquement pour la compétence des troupes, mais aussi parce qu'elle a appris, au bout d'un an et demi. Ouais. Elle a appris. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de nous dire, oui, c'est de la chair à canon, ils ne savent pas se battre. Oui, pour l'instant, vous reprenez la carte de ISW tous les jours, au jour le jour, vous voyez bien que les combats, il y en a. Il y a des troupes qui avancent, d'accord, ils n'avancent pas 15 km. Il y a des contre-attaques ukrainiennes, oui, mais elles n'aboutissent pas quand même à avoir des résultats. Donc aujourd'hui, on a une armée russe aguerrie. Je pense aussi que les cadres ont dû changer. Parce qu'au bout de 3 ans de guerre, d'abord, il y a une élimination naturelle qui a dû arranger les choses. Et puis, ils ont appris sur le champ de bataille. Donc maintenant, on a forcément des officiers qui sont peut-être plus brillants. D'abord, la dernière nomination du chef d'état-major de l'armée de terre est quand même quelqu'un de très significatif. Une 50aine d'années, qui a fait tous les conflits, du début jusqu'à la fin. Les moyens classiques, hein. Regardez ces images des Yars, c'est-à-dire ces images-là. Moi, j'ai été frappé de voir que les militaires, vos collègues, disent toujours... Même ces moyens relativement classiques, en réalité, on ne peut pas les parer. C'est-à-dire que le premier tir venant de Russie, ou d'ailleurs d'un autre pays, ne serait pas évitable. Oui, il faut bien se prendre... Rien est inévitable. Tout est possible. Et si on parle du nucléaire, et du nucléaire qui n'aurait pas été du bon niveau, qui ne serait pas en état... il y a 2000 têtes nucléaires, il suffit d'une seule qu'elle arrive pour que ça arrive. Et en fait, la dissuasion marche bien sûr vis-à-vis des États dotés, comme on dit, mais aussi vis-à-vis de l'Ukraine. Parce que finalement, en gage ultime, si jamais la Russie n'arrivait pas à gagner, elle est capable de mettre en œuvre cette menace nucléaire pour avoir une victoire finale. Si vous nous rejoignez maintenant, je rappelle le point où nous en sommes dans cette soirée très importante où Emmanuel Macron a annoncé un doublement du budget militaire pour faire face à la menace, en particulier de la Russie entre 2017 et 2027, avec une accélération des budgets, avec une accélération de l'effort nucléaire. Écoutez-le. Partout en Europe, la force de la France est attendue. Et dans notre monde dangereux et incertain, il est un pilier de notre sécurité qui ne vacillera pas. C'est notre dissuasion nucléaire. Totalement et invariablement souveraine, elle garantit notre liberté. Elle a également un rôle dans la sécurité de l'Europe. L'effort en matière nucléaire, on voit à quel point, d'abord, c'est aussi le domaine non seulement le plus sûr, mais le plus cher. Il y a là un moment où la France se dit qu'il va falloir investir massivement pour cela. Alors, le nucléaire, ça prend déjà 14% du budget, en gros. Mais il y a un avantage, c'est vrai, ça fait 5 à 8 milliards chaque année, mais qu'on investit depuis des années. Mais il y a aussi un avantage, c'est que ce sont des armes qui, effectivement, sont ultimes, c'est dissuasif, mais que les moyens utilisés pour cette dissuasion servent aussi aux forces conventionnelles. Donc il y a un retour sur investissement, en quelque sorte, pour les forces armées. Donc oui, on va investir, mais c'était prévu depuis longtemps. En revanche, puisque vous parlez des dissuasions nucléaires, certes, mais on a le même cas que pour la Russie. Il faut quand même que les forces conventionnelles soient au bon niveau. Et la vraie question aujourd'hui, quelles sont les forces conventionnelles qu'on a à mettre sur le terrain, éventuellement d'ailleurs avec ces échanges franco-britanniques sur un corps d'armée de 50 000 hommes, le nombre d'effectifs. On ne parle pas dans les projets actuels de monter les effectifs de l'armée française, qui sera toujours à 201 000 hommes, mais une armée de terre à moins de 110 000. Quand on voit les pertes qu'il y a en Ukraine, on voit bien que la guerre haute intensité, qui sera consommatrice d'hommes et d'équipements, nous ne sommes pas capables de la faire dans la durée. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une asymétrie de la vision du nucléaire ? Sur notre antenne même, Blinken, le secrétaire d'État américain, disait oui, nous avons craint que les Russes utilisent l'arme nucléaire tactique en Ukraine. Il parlait d'automne 2022. Si c'est vrai, ça veut dire quand même que c'est assez terrifiant pour l'Europe de l'Ouest, parce que ici en Europe de l'Ouest, on n'imagine pas le nucléaire dans ces fins-là. On imagine le nucléaire comme ultime réponse. Visiblement, les Russes ont une vision plus désinhibée. Jérôme Garraud. Oui, on le dit, ça fait partie de leur doctrine militaire que de pouvoir utiliser le nucléaire sur un champ de bataille. Et nous, ça ne fait pas partie de nos doctrines. Le nucléaire, si je me souviens bien, le général va me tout ou rien. Corriger. Voilà, c'est soit on a une menace imminente à nos frontières, et là un raid est lancé, soit on a une menace nucléaire qui va arriver sur notre territoire, et donc on se venge en détruisant l'adversaire également. Mais donc quand l'administration Biden disait oui, nous avons craint que les Russes utilisent le nucléaire tactique, bon, c'est du nucléaire quand même déjà un stade effrayant, c'est possible. Moi, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir russe.
Donc je ne peux pas vous dire ce que pense Poutine. Je pense que Blinken est mieux informé que moi et s'il le dit, sans doute a-t-il de bonnes informations pour l'étayer. Oui. Alors après, les Russes ont dit que jamais ils n'avaient envisagé de l'utiliser, mais après tout, on n'en sait rien. Les Américains avaient appelé les Chinois pour leur demander d'intervenir auprès des Russes. Donc on ne sait pas quelle était véritablement l'intention. Mais c'est ça la dissuasion, hein. C'est finalement créer l'incertitude. Il va le faire ou il ne va pas le faire? Bon, voilà la difficulté. Et moi, je reste convaincu que jamais les Russes ne l'auraient fait. C'était une possibilité qu'on ne pouvait pas évacuer, mais les conséquences au niveau mondial auraient été telles que je pense qu'on serait arrivé dans une situation ingérable. Utiliser une arme nucléaire n'est pas qu'une arme militaire, c'est quand même une arme politique. Et le faire pour la première fois, même avec un faible tonnage, ça aurait été un signe très mauvais pour l'ensemble des relations internationales et aurait changé la face du monde. Alors, les Russes vous dites que les premiers qui l'ont fait, c'est les Américains. Et c'est eux qui ont créé le précédent. Oui, mais depuis... Ils se servent de ça, depuis rien, effectivement. Voilà. Mais ils ont cet argument aussi... En fait, tout se passe comme s'il y avait en Europe de l'Ouest, au-delà de la seule question nucléaire, cette idée que les Russes sont capables de tout, en tout cas qu'il y a une forme d'incertitude. Et là, le côté un peu lâché des Russes en général, bien sûr qu'il y a tous les préjugés sur l'âme slave, etc., mais ça n'est pas nul dans la perception vue de l'Ouest du danger russe. Oui, mais alors la Russie, peut-être est encore un pays un peu mystérieux et plein de contradictions, pas que dans le militaire, et ça date pas d'aujourd'hui ni de l'Union soviétique, ça date de la Russie des tsars, un pays qui est très contradictoire, qui est à la fois extrêmement anarchique et très bureaucratique, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Bon, moi sur le nucléaire, je n'ai pas d'avis tranché, je n'ai pas les informations qui me permettent de vous dire... ce que Poutine a dans la tête à ce sujet. L'usage désinhibé de la force, moi ça m'avait toujours frappé, par exemple quand il y a des prises d'otages à Beslan ou autre, quand ici en Europe de l'Ouest on essaie de faire une intervention, le GIGN, le RAID, le plus millimétré possible, de sauver le plus possible de vies. Chez les Russes, quand ils ont tué tout le monde, ils disent là on a montré la force, on a montré face aux terroristes qu'on n'a pas peur, tant pis, tous les otages sont morts, tout le monde est mort, mais au moins on n'a pas eu peur. Non, absolument, dans tous les cas. Et je suis allée à Beslan et c'est terriblement bouleversant, effectivement. Il y a eu l'attaque terroriste et puis après, les Russes tirent dans le tas. Et ils tuent aussi bien les otages, les victimes. Et ils le revendiquent, parce que pour eux, c'est le signe d'une force, d'une puissance. Oui. Mais il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a cette idée, pardon, l'ambassadeur, justement, dans cet emploi, comme vous le dites, désinhibé de la force et cette brutalité, elle sert aussi à crédibiliser leur dissuasion. Parce que, en fait, c'est un exercice qui est presque philosophique ou de projection de ses propres émotions sur l'autre, où on se dit, attendez, l'arme nucléaire tactique, déjà ne permettra pas d'emporter la décision, elle ne permettra pas, si vous voulez, de gagner la guerre, elle aurait des conséquences dévastatrices, et c'est là que votre exemple de Beslan, il est très judicieux, à la fois pour les Ukrainiens, mais pour les Russes également. Et pourtant, on se dit, s'ils sont capables de Beslan, pourquoi ne seraient-ils pas capables, effectivement, de déclencher, de détonner une arme tactique avec ses conséquences néfastes, y compris pour eux. Juste pour cette histoire de l'emploi de l'arme tactique, il faut recontextualiser. On est, vous le disiez, à l'automne 2022. Les Russes subissent des défaites absolument cuisantes dans le nord, du côté de Kharkiv et du côté de Kherson. Et c'est un journaliste de CNN, au travers de ses contacts avec l'univers américain du renseignement, qui dit que la Maison-Blanche, on lui présente des conversations faisant état, dans les premiers cercles du Kremlin, du possible emploi, du possible, et tout est affaire de statistiques et de probabilités, et c'est là qu'est l'immense incertitude de cette conversation, de l'arme nucléaire. Il faut se souvenir que qui est président ? C'est Joe Biden. Joe Biden, n'oubliez pas qu'il a grandi avec la guerre froide. Il est obnubilé par cette idée de la Troisième Guerre mondiale et de la guerre nucléaire. Quand il était enfant, on lui apprenait à se mettre accroupi sous son bureau à l'école en cas d'attaque nucléaire des Soviétiques. C'est très intéressant ce que vous dites là. Les Américains y croient relativement plus que les Européens. Les Américains sont très obsédés par ça, par la menace nucléaire russe. D'abord parce qu'il y a eu quand même l'affaire des missiles de Cuba, la crise des missiles aussi en Europe, les SS-20, les Pershing, et qu'effectivement ils sont effectivement très concernés par le nucléaire, et d'ailleurs tous les accords portaient également sur le nucléaire, et oui, ils sont à parité avec les Russes, donc
La seule véritable menace aujourd'hui, c'est effectivement celle des Russes en termes de nucléaire. Les Chinois sont en train de rattraper, ou en tout cas s'efforcent de rattraper, et les Européens ont un nombre de missiles bien inférieur. L'idée qu'il faut être craint. Écoutez le président de la République ce soir, c'est une des déclarations les plus intéressantes et fascinantes de son discours. Il dit, on est passé au stade où il faut simplement être respecté. Non, il dit, pour être libre, il faut être craint. Ça, il faut être puissant. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. Évolution du discours. Moi, ça me va très bien. Ce genre de message, je comprends. Je pense qu'on est allé trop pendant des années avec le pays des bisounours, pour une expression connue. Surtout qu'il ne se passe rien, il ne se passera jamais rien. Là, le président de la République a pris conscience de la réalité, il en a pris conscience depuis bien longtemps, il cherche à faire comprendre aux Français qu'il serait peut-être temps de voir la réalité, et il dit bien que la notion de puissance n'est pas un mot à mettre de côté, et que la puissance d'ailleurs peut être aussi militaire, et pas uniquement dans la puissance des idées ou de la langue française qu'on exporte, que ça a été le cas quand même pas mal d'années. La diplomatie doit être forte. Mais l'idée qu'on est craint, rappelez-vous, les hommes qui disent ça dans le monde d'aujourd'hui, c'est Poutine. Il y a la fameuse phrase, si quelqu'un veut te tuer, lève-toi et tue le premier. On n'en est pas stade, la France ne dit pas ça, mais cette idée qu'il faut d'abord être craint, et c'est être aimé, c'est très bien, mais c'est mieux d'être craint que d'être aimé. Parce que c'est plus urgent. Être aimé, ils ont toujours voulu être aimés, les Français. Il est temps de changer de monde et dire qu'il vaut mieux être craint. Je pense que c'est quand même assumer le rapport des forces qui a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, pour être puissant, la seule puissance économique n'est pas suffisante. Et ça, c'est très clair. Et je pense que Poutine, il n'a pas peur de l'économie française, de l'économie de l'Union européenne. Il attend de voir est-ce que l'Europe et la France est crédible face à lui. Et pour lui, la manière dont il voit de cette manière les choses, c'est plutôt la puissance militaire aussi. Et comment on est respecté dans le monde. Et pour lui, le respect, c'est la crainte. Jérôme Garraud, comment la France est-elle vue aujourd'hui ? Il y a un de vos duplex sur TF1 LCI, je ne sais plus, qui tourne sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. C'est quand lequel vous dites... Comment ? Lequel ? Tous, parce que vous êtes une gloire, une star immense en Russie et en France, bien sûr, mais celui surtout où vous décrivez de quelle façon le Kremlin prétendait que la France était encore Napoléon Ier, etc. L'obsession de 1812. Aujourd'hui, comment voit-il la France ? En fait, ça varie entre deux sensibilités. Soit la France est présentée comme un danger. On avait Sergueï Lavrov qui disait en mars de cette année la France nous perçoit comme une menace, veut utiliser des armes nucléaires contre la Russie, même s'il n'en a jamais été question. Donc la France est une menace. Et vous avez ce côté qui consiste à tourner Paris en dérision. Il y a une anecdote qui est assez révélatrice, je trouve. C'était Rosguardia, quand même, la garde nationale, qui avait amené à l'ambassade de France à Moscou un petit paquet, un cadeau. Et dedans, il y avait des petits soldats de plomb. Et il était dit, voilà, pour que Emmanuel Macron joue avec ses petits soldats, ses petites voitures, et se débarrasse de son complexe. Le général français, vous faites réagir le général français. Ça fait blague potache, comme ça, mais c'est aussi de cette manière dont ils parlent des Français. Même s'ils ont beaucoup d'admiration pour Napoléon, les Russes aiment bien vous rappeler que c'est quand même eux qui ont vaincu Napoléon. Quand vous allez au Kremlin, vous avez encore tous les canons de 1812 qui ont été récupérés par les armées du tsar et qui sont encore exposés. Ouais, il faut relire le comte de Ségur et la campagne de Russie pour voir la réalité. Qui a vaincu qui en 1812 ? On a été vaincu par le froid beaucoup plus que par la bataille. L'hiver, voilà. Le général Hiver, il était là, donc il faut voir la réalité. Mais réalisez le comte de Ségur qui a vécu la campagne de Russie. Il raconte tout, comment ça s'est passé. Et on voit l'abnégation française. Et n'oublions pas d'ailleurs, c'est une armée européenne qui a envahi la Russie. Parce que les Français étaient minoritaires dans cette armée et que ça a expliqué parfois d'ailleurs des trahisons d'ailleurs. Hélène Carrère-Dancos raconte que quand elle était petite, elle allait à l'école russe de Paris et donc à l'école française on lui enseignait ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est le général Hiver qui a vaincu Napoléon, blablabla, et le lendemain on lui disait non, c'est Koutouzov qui a vaincu Napoléon. Elle avait les deux versions d'un jour à l'autre. Koutouzov attaquait effectivement cette armée qui était une armée assez dispersée à cause du froid parce que tout le monde ne pouvait pas suivre et donc il attaquait à ce moment-là, c'était pas une attaque frontale. Il y a quelques mois je me suis rendu pour me distraire dans la banlieue de Moscou, un peu plus loin. Je suis allé à Borodino, il y avait un spectacle, et les Russes reconstituaient Borodino. Alors, je ne sais pas pour vous, c'est une victoire ou une défaite française ? C'est une victoire et on y a perdu une vingtaine française, oui, tout à fait. Quand vous vous rendez il y a eu tellement de morts, c'est devenu une défaite, quoi. Oui, en plus la route pour Moscou était ouverte, donc on dirait que c'est plutôt une victoire française. Mais quand vous vous rendez là-bas, donc il y a une reconstitution avec un monsieur loyal qui fait
le récit, et ça se termine en disant « Ainsi a triomphé la Russie éternelle ». Pendant la bataille de Borodino. Donc on inverse complètement les vues. Quoi. Revenons à 2025, parce que certains se préparent très activement à la guerre. Ils sont ceux qui ont la Russie tout à fait en face, les Estoniens. On va voir cette séquence assez étonnante. Les Estoniens, aujourd'hui, vendredi plus exactement, ont procédé au premier essai de tir réel de roquettes HIMARS. Chaque roquette a atteint une cible de la taille d'un seau, jusqu'à 15 km au large. Les roquettes tirées depuis la côte, au-dessus de la mer Baltique, ont atteint leur cible en moins d'une minute. Évidemment, ce qu'on va voir, la séquence qu'on va voir là, elle est destinée uniquement à montrer aux Russes, regardez ce à quoi nous sommes prêts si vous attaquez. Rappelons la carte, la petite Estonie qui dit à la Russie par cet exercice, voilà, nous sommes prêts. C'est pas la première fois que l'Estonie fait preuve d'une sorte de résistance et de volonté de faire face, même si c'est c'est un pays beaucoup plus large. Mais encore une fois, en revenant aujourd'hui en 2025, si on regarde les potentiels avancée de Poutine, même si ça sera hybride, en ce qui concerne vraiment les pays de l'Europe, de l'Union européenne, même pays de l'OTAN, c'est plutôt les Baltes qui sont concernés, et l'Estonie est des premiers pays qui se sont menacés. Aujourd'hui, vous regardez déjà que la Russie, elle a dit plusieurs fois que ça va leur coûter rien de juste traverser la Lettonie ou l'Estonie, et ils sont capables de rappeler ce que ça veut dire être dans le même pays avec le peuple, le peuple comme dans l'époque soviétique. Est-ce que ce danger se rapproche? Je rappelais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup les chiens. Les chiens sentent la peur. Hein. La peur, ça se sent. Il y a un climat comme ça. On a l'impression qu'en Europe de l'Ouest, tout à coup, on a peur. On se dit, le danger russe, c'est pas forcément dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. Ils peuvent tenter quelque chose. Alors, en tout cas, à court terme, moi, ça me semble très improbable. Hein. Dans les années qui viennent, de toute manière, les Russes ont déjà fort à faire en Ukraine. À 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne va pas se mettre à attaquer un pays de l'OTAN. Oui, bien sûr, ça c'est la logique rationnelle. Mais quand vous voyez que les Allemands, les Français, les Estoniens, les Anglais, pour ainsi dire, tous les 2 ou 3 jours, font une conférence de presse, une annonce, une idée nouvelle, on a l'impression que dans toute l'Europe de l'Ouest, il y a un branle-bas de combat. Et sur du moyen terme, peut-être dans 7 ans, dans 8 ans, vous pouvez avoir un incident provoqué ou non d'ailleurs dans les pays baltes qui dégénère. Et voilà. Mais là, dans l'année qui vient, dans les 2 ans, en tout cas, j'ai du mal à le croire compte tenu de ce que fait l'armée russe en Ukraine aujourd'hui. Mais vous êtes un flegmatique, vous, Jérôme Garraud. Mais lisez ce que dit par exemple le ministre de la Défense. Il est beaucoup plus facile de détruire le nid que de tuer les oiseaux dans le ciel. Et c'est vous qui soulignez ça l'autre jour, Gallagher. Les Estoniens disent aujourd'hui, si les Russes s'approchent trop près de nos frontières, on peut tirer les premiers. Mais ça renvoie à la carte que vous montriez et qui condamne effectivement l'Estonie à agir de manière préventive face à l'éventualité d'une agression qui les laisserait sans aucune chance de défense. Et les Estoniens il était déjà depuis un moment, mais de plus en plus explicite à ce sujet. C'est un message qui est adressé aux Russes, on le comprend, mais il est surtout adressé à nous, parce que ce serait effectivement désastreux. Donc c'est de dire aux nations européennes et otaniennes, donnez-nous de quoi garantir que cela n'adviendra jamais et que nous n'ayons jamais à faire cela, parce que les conséquences seraient effectivement tout à fait dramatiques. Est-ce que vous les comprenez, sur ce plateau, comme vous, général, les Estoniens qui disent, mais nous, on n'attendra pas que les chars russes entrent en Estonie. Si des troupes, comme elles se sont massées auprès de l'Ukraine, il y avait 150 000 hommes en février 2022, si c'est le cas, on réagira avant. Oui, mais enfin bon, l'armée estonienne quand même n'est pas si nombreuse face à l'armée russe, et ça voudrait dire qu'elle agresse la Russie, et dans ce cas, l'OTAN n'est pas obligée de suivre. Donc ça veut dire quoi? Elle attend tranquillement de se faire écraser? Non, ça s'appelle un suicide dans un premier temps. Le deuxième temps, c'est que l'OTAN est là pour protéger tous ses États membres. Il y a déjà des unités, y compris françaises, dans les États baltes, avec les Britanniques et autres. Donc il faut que l'OTAN donne ses garanties de sécurité pour dire que si vous attaquez l'Estonie, nous serons là pour défendre l'Estonie. Donc on ne peut que répondre, on ne peut pas faire une frappe préventive.
Ce qui veut dire, en gros, il faut même repenser toute l'architecture de sécurité et toutes les mesures de sécurité qu'on met au profit des États appartenant à l'OTAN. Et avec tous les messages sur lesquels il faudra être très clair vis-à-vis de la Russie, si vous bougez de telle manière, on vous rentre dedans. Mais ça sera collectif. Et qui pourra donner cette garantie si les Américains ne sont pas favorables à le faire? C'est bien le grand risque. Oui, parce qu'aujourd'hui, si l'Estonie dit une telle chose, c'est parce qu'elle est très consciente de la manière dont Russie peut se comporter. Elle ne va pas attendre, moi je crois profondément, 8 ans pour le faire. Surtout, il faut voir comment ça va se passer en Ukraine pour eux. Mais surtout, parce qu'il n'est pas, malheureusement, très sûr du fait que les États-Unis vont tenir la posture qu'ils disent qu'ils vont tenir au sein de l'OTAN. Peut-être. Donc vous croyez que l'Estonie va frapper la Russie d'une manière préventive? Non, je ne pense pas qu'ils vont frapper de manière préventive, mais s'ils le disent aujourd'hui, c'est pour montrer qu'ils sont capables d'être assez un peu plus déterminés. Et que peut-être, malheureusement, il faudra compter sur d'autres compositions de force que celles qu'on voudrait voir, comme par exemple l'OTAN en soi, avec les États-Unis qui vont intervenir. C'est intéressant parce qu'on a commencé la séquence estonienne sur les tirs de HIMARS. En version débridée, ça va à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Vous pensez qu'ils vont les positionner à Tallinn pour tirer sur leur propre territoire, les Estoniens? C'est-à-dire que le message, il est double et il est très très clair. C'est-à-dire que ça, ce ne sera pas très loin de la frontière, ce sera effectivement exposé aux tirs ennemis. C'est du matériel américain et on ne va pas mettre ça au bord de la Baltique pour tirer sur Tallinn. On va mettre ça plus à l'est de Tallinn pour tirer en direction de la frontière, voire au-delà de la frontière. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'entends. Et je vous l'ai déjà dit, Darius, j'ai pu dialoguer avec des officiels estoniens de très haut rang et qui font, de manière répétée en ce moment, passer ce message. Je le redis, il s'adresse aux Russes, mais il s'adresse surtout à nous, parce que ce dont ils sont en demande, et les Estoniens sont très en demande vis-à-vis des Français, c'est de garanties de sécurité. Ces fameuses expressions qui ont fait couler tellement d'encre sur l'Ukraine, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens sont tous... Le grand risque que les Américains se désengagent, c'est ce que vous disiez, c'est ce que dit ce soir le président de la République. Et alors que notre allié américain affiche une volonté de désengagement ou crée pour nous et tant d'alliés des incertitudes nouvelles, voulons-nous, une fois pour toutes, prendre notre sécurité et celle du continent en main et bâtir un vrai pilier européen de l'OTAN? Sommes-nous capables d'offrir un débouché à cette formidable envie d'engagement et de réalisation qui anime notre jeunesse? Sommes-nous capables, surtout, de résister en cas de conflit de haute intensité sur le sol européen dans les 3 à 4 années qui viennent? À toutes ces questions, nous répondrons oui. Parce que nous, Français, entendons demeurer libres dans le siècle qui vient. Et voilà, en filigrane de tout le risque pour les Européens que les Américains s'en aillent. En réalité, là, rappelez-vous quand ce lèche-bot de Rutte a appelé Trump papa. Mais il est où, Mark Rutte, demain, lundi? Il est chez papa. Chez papa, oui. Il est chez papa, il sera demain, lundi, mardi également, je crois qu'il repart mercredi. Papa risque de partir, c'est ça le problème numéro 1. Exactement. Et vous avez raison de souligner cette séquence, Darius, parce que le président est passé assez rapidement sur cette formule, mais qui est absolument colossale. Il est en train, et ça n'est pas rien, c'est le président français qui est en train d'acter ce qu'il appelle lui-même le désengagement américain en Europe. Alors, comment est-ce qu'il va se manifester? Dans quelle proportion? À quelle date? Il y a une espèce de flou artistique qui est entretenu, mais on ne peut pas attendre d'avoir les réponses à ces questions pour prendre des décisions très concrètes. C'est ça qu'il faut entendre, je crois, dans ce message.